On est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Shout out to Big Rusty, shout out to Dr. Dre. Je suis en train de m'enflammer, mais là aujourd'hui on va voir Absboula le GOAT, oui, vous le dites dans le chat déjà. Bon, bah c'est bon, alors c'est validé. Allez, c'est parti. Si vous nous regardez sur YouTube, vous le savez, bien évidemment. Petit pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément. Et puis on est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast, là aussi, ça nous aide beaucoup. Énormément. Soit. Eh bien, on va commencer, Rust, avec le petit sujet du moment, si tu le permets. C'est Khabib Nurmagomedov qui a jeté un pavé dans la mare Tony Ferguson, qui lui a suggéré de prendre sa retraite. Et il était sur la conférence de presse en question dans laquelle il a dit ça. Il arrose tout le monde, Khabib un petit peu, parce que il envoie un pic aussi à José Aldo. Connor, mais ça c'est normal, c'est traditionnel. Mais effectivement, du coup, Tony Ferguson, il lui suggère purement et simplement en fait d'arrêter sa carrière. Après, en soi, est-ce que c'est vraiment un pavé dans la mare, sachant que j'ai l'impression que c'est quand même l'avis de beaucoup de monde, et nous y compris. Donc, je sais pas vraiment finalement si on peut dire que c'est une déclaration choc en fait. Enfin, c'est simplement il dit ce qu'il a sur le cœur et il dit ce qu'il pense honnêtement. Et comme beaucoup d'entre nous le pensons, donc c'est pas comme s'il disait ça à propos d'un combattant qui est actif, mais qui est un peu un coup de moins bien. C'est vrai que la Tony Ferguson, bientôt 40 ans, les défaites s'accumulent et ça se tient, quoi. Moi, j'étais plus choqué sur ce qu'il a dit par rapport à José Aldo, tu vois. Mm-hmm. Donc, à savoir ce qu'il a dit par rapport à José Aldo. Là, attention, parce que vous appréciez quand il y a des désaccords au sein de l'équipe de la Sueur. Moi, je suis d'accord avec Khabib, Rose pas vraiment. Donc, il y a un certain nombre de personnes, dont nous, bien évidemment. On a été assez agréablement surpris, ravis de la victoire de José Aldo contre Pedro Munoz. Pour Khabib Nurmagomedov, ça ne veut rien dire. Il a même d'ailleurs comparé la performance de José Aldo contre Pedro Munoz à celle de Conor McGregor face à Cowboy Cerrone, en disant Conor, quand il est face à Donald Cowboy Cerrone, c'est un lion, mais face à d'autres adversaires, il a plus justement la même domination qu'il pouvait avoir par le passé. Et là, José Aldo a dit, vous voyez ce qui s'est passé pour José Aldo contre Khabib a dit, vous voyez ce qui s'est passé pour José Aldo contre Petr Yan. Là, c'était Pedro Munoz. Attendez de le revoir contre Petr Yan ou un top fighter. Et donc, il explique que, en gros, José Aldo n'est plus dans son prime. Oui, ça c'est possible. Hein. De toute façon, il va pas en rajeunissant, José Aldo. Mais moi, là où je trouve que c'est dur, c'est que clairement, du coup, dans les déclarations de Khabib, il y a vraiment un côté, il y a pas de second souffle, et deux, on est sur la pente descendante, que vous le vouliez ou non, en fait. Et c'est avec ça que j'ai un petit peu de mal, parce que citer l'exemple Petr Yan, je trouve ça dur, parce que les premiers rounds contre Petr Yan, les deux à coup sûr, et peut-être même les trois, faudrait revoir le combat, mais c'est un José Aldo qui est très honnêtement taille champion, quoi. Que ce soit contre Petr Yan, du coup, qui est le champion, bon, qui n'est pas le champion actuel, mais on sait tous. Je trouve que c'est un petit peu dur, en fait, de se baser sur un combat contre Petr Yan pour dire et vous voyez, il perd et il se fait dominer par le champion actuel. C'est vrai. Et c'est vrai que Petr Yan a gagné ce combat sans aucun doute. Mais José Aldo a été brillant sur les premiers rounds, c'est simplement qu'il s'est fait un petit peu rattraper, mais il était pas en perte de vitesse, il n'était pas dépassé techniquement, il n'était pas... voilà, c'était du vintage, quoi. Contre Petr Yan, qui est le monstre actuel, et contre les autres, si c'est des contenders qui sont des très bons contenders, il les déboîte. Donc que ce soit Pedro Munoz, que ce soit Renato Moicano, que ce soit d'autres. Quand c'est des très 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 grosses pointures comme Marlon Moraes, c'est des combats extrêmement serrés. Et c'est vrai, quand c'est contre Max Holloway, mais qui est probablement peut-être avec José Aldo, le GOAT des featherweight, ouais, c'est vrai que du coup, là, c'est la nouvelle génération, c'est un peu compliqué. Mais j'ai trouvé que contre Pedro Munoz, déjà, premièrement, José Aldo nous a montré, c'est-à-dire que c'est lui qui a apporté la réponse au Lolo Kick, en fait, de manière mainstream.
il a répondu au low kick. Enfin, c'est quand même fou, tu vois. Donc, il apporte de nouvelles choses. Techniquement, il est toujours aussi brillant. Il est extrêmement rapide. En 3 rounds, il est quasi imprenable. Je trouve ça très dur, en fait, de la part de Khabib, de dire, il est clairement en perte de vitesse. Ouais. Bah, pour moi, c'est clair. Alors, déjà, par contre, je rejoins Khabib sur le fait qu'il est plus dans son prime, José Aldo. Mais je trouve que c'est un petit peu dur, dans le sens, ça fait vraiment, c'est une balle perdue finalement pour José Aldo qui avait clairement rien demandé en fait dans l'intervention de Khabib au cours de la conférence de presse en fait. Moi c'est surtout ça que je retiens par rapport au truc, mais sinon de ce qu'il dit dans sa globalité, je suis pas vraiment en désaccord parce que là ok il a battu Pedro Munoz, mais ce n'est que Pedro Munoz, tu vois. Ouais, mais comme on vient de le dire, il fait des combats absolument spectaculaires, même quand c'est Petroyan, tu vois. C'est pour ça que je trouve ça dur. Il J'attends se de fait le pas rouler revoir dessus, tu contre un vois. top. J'attends de le revoir contre un top bantamweight José Aldo. Parce que c'est vrai que même moi, tu vois, quand Habib a dit ça, je me suis un peu revu dans mon analyse du combat contre Pedro Munoz et je me suis dit, ouais, c'est vrai que Guillaume, tu t'es peut-être un peu trop enflammé par rapport à la performance. Ah ouais? Ouais. Ah, parce que honnêtement, le combat contre Pedro Munoz, du coup, enfin, quand on l'a vu, vraiment, on était ébahis quand on était en mode, waouh, oh là là, ce désaxage, oh la combinaison, oh qu'est-ce qu'il est rapide, c'est magnifique, la technique est tellement propre, il est crisp, il est aiguisé comme jamais. Franchement, ouais, je trouve ça vraiment très dur, quoi. Je vois pas, à part quand effectivement il se fait reprendre sur les derniers rounds par un Petroyan qui est juste monstrueux, c'est Ouais. Petroyan. Je vois pas à quel moment est-ce qu'on peut dire clairement il est sur la pente descendante, quoi. Oui, non, S'il est je vois ce que aussi tu... rapide que jamais, aussi technique que jamais, qu'il apporte des nouvelles choses, je trouve ça dur, quoi. Après, il a mis la barre tellement haute. Là, il y avait j'ai vu un post il y a pas longtemps. En gros, José Aldo, il a passé, je crois, 5 ans à la première, deuxième place du pound for pound. Et là, ça fait, je crois, 10 ou 15 ans qu'il est dans le top 5 de toutes les catégories dans lesquelles il est. C'est quand même extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, aujourd'hui, même là, on est en train de parler d'un mec qui n'est plus dans son prime, mais qui a quand même battu Pedro Munoz et largement. Bah oui, mais c'est pour ça. Donc on est C'est d'accord, en pour fait. ça. Ouais, non, mais je sais pas. Enfin, moi, vraiment, je te dis, je le trouve un peu dur avec José Aldo, mais d'un autre côté, je suis aussi du même avis de Habib. Il a battu Pedro Munoz, c'est bien, mais avant, tu vois, d'avoir un vrai avis définitif sur José Aldo, j'attends soit le combat contre Dillashaw, soit contre Sen Nyon, enfin, tu vois, ou Rob Font, un top contender, et là, on pourra vraiment dire où en est José Aldo. That's fair. Let's agree to disagree. Non, mais bon. En tout cas, oui, il y a pas mal de personnes dans le chat qui effectivement rapporté que ouais, Habib, c'est vrai qu'il est bien plus loquace là depuis qu'il n'est plus en activité, tout simplement. Ouais, c'est impressionnant. Là, il distribue, mais en mode Obélix, quoi. Exactement. Donc on a FNC Viewing 8 qui nous dit Yann Senoyen, ce sera un combat bizarre, non? Car Yann boxe dur, mais à moins d'allonge, et Cory bouge plus, mais boxe un peu moins dur. C'est vrai que ce serait vraiment intéressant. Bah, les styles sont totalement différents entre celui de Aljamain Sterling et celui de Sandhagen, totalement différents. Mais dans l'idée, c'est un peu similaire dans le sens des gars qui ont un gros volume face à Petrian qui touche plus rarement, mais quand il touche, par contre, il fait un trou dans le mur, quoi. Après, Corey Sandhagen, il a quand même une bien meilleure maîtrise technique en striking. Il est beaucoup plus profond et diversifié. Il a une meilleure gestion de son cardio, du volume. Donc, je pense que ce serait vraiment très intéressant. Corey Sandhagen contre Petrian, je serais vraiment très, très curieux, quoi. Exactement. Bah moi aussi, hein, de toute façon. Je pense que toute la planète serait très curieuse quant à ce choc. T'avais quelque chose à ajouter, Rust? Non, pas spécialement, c'est bien. Ok, c'est bien. Oh, formidable. On avance, donc il y a Flantier94 qui nous dit Habib parle de plus en plus. Et jamais en bien. Il est pas un peu dégoûté de tout ça, que tout ça avance sans lui? Hein. Hmm. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de négativité. Hmm. Après, je crois que c'est un peu sa nature d'être un éternel insatisfait. Donc, je pense que c'est un peu c'est pour ça que c'est pas forcément en mal, mais je pense que c'est un peu la personnalité de Khabib en fait, de ne voir que ce qu'il est possible d'améliorer et que ce qui ne va pas,
plutôt que ce qui va. C'est ce qui a fait que c'est un des meilleurs lightweight de tous les temps. Donc Le meilleur lightweight de tous les temps, please, come on. oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, non. C'est le meilleur lightweight de tous les temps. C'est juste par rapport au GOAT où j'aimais une réserve. Mais Oui, lightweight, c'est ça. c'est vrai, sans aucun Lightweight, doute. là, c'est clair, on en a déjà parlé. C'est Il a vrai, c'est vrai. validé son passe, je veux dire son passe sanitaire, non, sa place de GOAT lightweight. Question de toujours FNC Wing, sans trop m'avancer, je pense que si le combat se déroule debout, Corey va défoncer José Aldo et je précise que Khabib a encensé Zabit et Cory Sandhagen. Oh. Ah. Bah, de toute façon, c'est vrai que ce serait intéressant. Honnêtement, je serais curieux. J'ai juste peur d'un truc, c'est que José Aldo soit vraiment magnifique les premières minutes ou disons les deux premiers, comme d'hab en fait, hein, les deux premières rounds, mais contre Cory Sandhagen et qu'ensuite il se rattrapé. Mais c'était déjà le cas quand il régnait, hein, José Aldo, parce que quand on se souvient du combat par exemple contre Mark Hominick, qui était donc le contender à l'époque, ben déjà les derniers rounds, il se faisait remonter salement José Aldo. Hein. Et les fins de combat, c'était toujours très compliqué. Donc en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est dur de mettre le coup de tampon sur c'est terminé pour José Aldo et maintenant faut juste grosso modo bah, voilà, considérer que c'est la descente un peu sans les freins. D'autant plus maintenant qu'on continue la discussion quand on sait qu'il a toujours été comme ça, il a toujours démarré fort pour assurer un petit peu le début et ensuite grosso modo il y a une baisse de régime et il se fait remonter. Donc ouais. Mais ouais, je serais très curieux contre Sandhagen aussi, ouais. Eh bien voilà mon cher Rust, avançons, donc là il y a pas mal de messages sur le retour du bif Francis Ngannou contre Fernand Lopez, on en parlera avec Fernand dans le prochain King Energy, donc c'est Francis qui a accordé une interview à GQ.com, donc aux États-Unis, hein, bien évidemment c'est énorme GQ si vous voulez, c'est vraiment une référence hein, tout simplement, et donc il parle de pas mal de sujets Francis, c'est vrai que là j'étais assez surpris, il se lâche mais complètement sur Fernand. Depuis cette sortie où justement il explique les problèmes avec Fernand qu'ont causé finalement leur séparation, depuis ça a été repris, l'extrait a été repris, c'est ça qui est assez intéressant, enfin ce qui est assez intéressant c'est que il y a un extrait où Francis justement parle que pour lui l'UFC lui a manqué de respect, mais ce qui a été énormément repris c'est ce qu'il a dit à propos de Fernand, et donc il dit, donc c'est Wallabox 75, donc le problème de Fernand c'est qu'il veut être célèbre, on s'est souvent disputé sur le fait qu'il trouvait que je prenais toute la lumière, si tu veux ta part de lumière, tu sais où tu dois te trouver à l'intérieur de l'octogone, pas en dehors. Et Wallabock nous met l'article en... Exactement, l'article en lien. Et là, depuis, ça fait encore plus le buzz parce que Fernand a répondu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ce qui promet en tout cas, c'est pour le véritable choc. Là, ça y est, il y a une vraie grosse histoire qui est lancée. Là, en plus, maintenant, les réseaux sociaux, les médias américains aussi semblent s'être pris au jeu, dans le sens où c'est vrai que, tu vois, bah... c'est un mal pour un bien, dans le sens, tu vas me dire ce que t'en penses, Rust, hein. Mais moi, en fait, je commençais, puis on en avait parlé, Fernand avait vraiment rassuré quant au fait que ça y est, Ngannou, ça allait bien avoir lieu. Moi, j'étais en train de me dire, putain, j'espère qu'ils vont pas, tu vois, sortir un petit peu John Jones pour dire, bon bah allez, on fait John Jones Ngannou, parce que c'est vrai que Ngannou, pour les Américains, nous, tous les Français veulent voir ce combat-là, bah c'est peut-être un moins gros succès en pay-per-view. Là, au moins, c'est un peu triste parce que ça nous détourne du sport, mais par contre, ça fait une histoire qui permet d'attirer beaucoup plus de pay-per-view. Bah, faudra voir à quel point ça passionne les médias et les supporters déjà, là, américains. tous les médias américains ont fait un article dessus. Ah ouais? Sur cette côte particulièrement? Ouais, sur cette côte en particulier. Ouais, bah du coup, ça veut dire que c'est ça qui va probablement effectivement devenir le point de comment dire de débat, le point de. Et oui, et sachant qu'il y a quelqu'un qui dit ça, et mon cher Rust, est-ce que Rust a lu l'interview dans GQ? Non, pas en entier. Et ce qui est intéressant, c'est que justement dans cette dans l'article, Francis, et donc c'est ce que Rano 38 nous dit, Francis est déjà en train de perdre le combat mental, il s'implique émotionnellement. Il en parle en fait justement de ça, et j'ai trouvé ça aussi intéressant. Il dit le combat contre, et on en avait parlé dans le podcast, on était en mode c'est n'importe quoi, le combat contre Jairzinho Rozenstruik. Il dit ce combat-là, c'était pas bon du tout. Et il explique pourquoi c'était pas bon, il était parce que justement j'ai été investi émotionnellement, trop investi émotionnellement dans ce combat-là. J'étais arrivé en étant
émotionnellement très chargé. Et il dit le premier combat contre Stipe Miocic, c'était la même chose aussi. Par contre, le deuxième, bah là, c'était, je sais plus comment il dit, mais il dit pas it's only business, mais tu vois, j'étais vraiment là venu pour exécuter, et ça a fait une performance parfaite. Et là, c'est vrai qu'il a l'air Francis, tu vois, tu vois, c'est une interview, en plus, c'est même pas une interview filmée, tu vois, c'est quelque chose qui est par écrit, donc, vraisemblablement, soit fait par téléphone, ou, t'as le temps, en fait, dans les interviews écrites. Et donc il lâche en plus un média, c'est pas The MMA Hour avec Ariel Helwani, c'est un vrai média grand public, tu vois, où je pense que même les gens qui tombent là-dessus de base, c'est pas des gens qui sont fans de MMA, ou en tout cas qui connaissent vraiment le sport. Ils savent peut-être que Francis est et comment ils savent peut-être que Francis est lui champion heavyweight, mais après c'est pas, ils sont pas dans le détail en fait à ce niveau-là. Et ouais, j'ai trouvé ça assez surprenant mine de rien de la part de Francis de se lancer dans un truc comme ça à ce média-là. Mais en tout cas, on va voir. Mais c'est vrai que là, je pense que on en avait parlé lors de l'avant-dernière vidéo quand Francis avait fait lui sa petite watch party de l'UFC 265. Là, on va au-delà du sport, quoi. Ah ouais, en fait, perso, le seul truc qui me chagrine un peu, c'est qu'en fait, il y en a un qui va être pris au milieu de tout ça et qui fondamentalement en fait s'en fout, mais du coup, il va pas avoir de choix que d'être en gros l'instrument de cette guerre, parce que maintenant c'est devenu une espèce de guerre des mots, quoi. C'est Cyril Gane en fait. Cyril, je pense que là, il est juste en mode, lui, voilà, c'est comme d'hab. Ce sera un combat, c'est contre Francis, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Tant pis, tu vois. Enfin, c'est comme ça, et il y a pas d'implication plus que ça. Mais le fait que et Francis et Fernand commencent à vraiment s'envoyer des barbelés, ça le met dans une position qui sera pas forcément la plus agréable, quoi. Il sera au milieu des tirs croisés, Cyril Gane. Surtout qu'en fait, les médias, je pense, en parleront beaucoup. Dans le sens, tu vois, là, j'ai vu sur l'interview et l'impliqueront dedans, quoi. C'est ça, c'était l'interview d'Al Elwani pour The MMA Hour. Le titre, en fait, c'est ça. Cyril, il parle de tout, quasiment sauf de Francis, mais le titre de l'interview, c'est Cyril n'est pas jaloux de Francis Ngannou. Enfin, je crois que c'est ça. Enfin, alors que, en soi, si vous pouvez regarder, hein, c'est sur la chaîne de MMA Fighting, Ariel, il parle de sa performance, il explique juste alors est-ce que t'étais coéquipier, qu'est-ce qui se fait. Enfin, que c'était clairement pas le sujet de l'interview. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, est-ce que c'est un bif monté de toutes pièces par l'UFC? Non, clairement l'UFC, ils sont pas dans ces magouilles-là. Enfin. Non, et puis en plus, ça fait trop longtemps que que le feu est sous la casserole pour que ce soit vraiment l'UFC qui est qui soit le gépéto de tout ça. En mais fait, surtout que l'UFC, ils vont juste comme en gros Bien quand il y a eu Conor McGregor contre Khabib et qu'il y a eu la fameuse attaque de McGregor sur le bus, ils vont exploiter les images et puis l'histoire. Bah vous l'avez d'ailleurs même vu lors du countdown de l'UFC où ils préparaient justement ça pour hyper un peu le combat. Et Fernand en avait parlé en disant que c'était une bonne chose parce que plutôt que de faire le combat là maintenant, il y avait l'occasion de mettre en avant Cyril, d'expliquer l'histoire, le background, le fait que Cyril vienne du MMA Factory et justement ils ont utilisé des images d'archives où il y a les deux qui s'entraînent déjà. Enfin, ils plantaient déjà le décor. Donc l'UFC va utiliser les images, mais pour vendre le plus de pay-per-view et pour que ce soit un gros succès financier. Mais ils se mettent pas. Non. Ils demandent pas à Fernand ou Francis d'en rajouter. Enfin, en fait, c'est l'UFC, ça a toujours été ça. C'est un peu comme l'émission télévisée qu'ils ont créée, The Ultimate Fighter. C'est-à-dire que ils ne créent rien de toute pièce, mais par contre, s'il y a quelque chose, ils vont bien se garder de calmer les esprits ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ça le plus possible. Plus il y a un angle qui peut faire couler de l'encre, mieux c'est. Mais voilà, c'est pour ça que là, probablement, effectivement, eux, à mon avis, sont ravis d'entendre que ça y est, ça commence à s'échauffer. Parce que la team marketing est en mode, OK, on a notre angle. Les intervieweurs, les futurs intervieweurs sont en mode, OK, on sait exactement sur quoi il va falloir appuyer pour et Francis et Fernand pour générer de la punchline, du clic et qui fait remonter un peu la température. Donc, c'est simplement, en gros... Mais en tout cas, là, c'est lancé. En tout cas, c'est ce que j'allais dire. Là, ça y est, maintenant, on y est, en fait. C'est-à-dire que c'était depuis longtemps, on sentait qu'il y avait une certaine tension sous-jacente. Ça y est, maintenant, c'est juste que, ça y est, Non, puis ça y est, l'UFC, ils vont le faire. Je pense que tu vois, là, t'as
Là, les hostilités, ça y est, t'as eu la vidéo de Francis, t'as eu l'interview, la réponse de Fernand, donc là, je pense que l'UFC, ils vont vraiment avancer sur ce choc-là. Voilà. On a donc toujours FNC qui nous dit, vu que Lewis a déjà battu Blades et Volkov, vous pensez que Lewis prendra qui prochainement? Bah, bonne question, hein. Il n'y a pas eu encore, ce serait tellement étrange comme combat, mais Jairzinho contre Lewis. Je sais que Jairzinho combat Curtis Blades, mais qui gagne ou qui perde, en fait, il peut prendre Lewis. Hein. Donc au final, Lewis Jairzinho, mais juste il y a moyen que ce soit le combat le plus bizarre de tous les temps. Donc je sais pas trop, mais pourquoi pas lui? À suivre. En tout cas, mon cher Rust, on a Ren Gazaki qui nous dit, honnêtement, j'ai l'impression d'être le seul à être peiné de la situation et du futur combat entre Cyril, Francis et Fernand. Il ne faut pas oublier que Francis a aussi contribué à faire briller le MMA français à l'international chez les lourds. On a le droit d'aimer les deux et je n'ai pas envie d'avoir à choisir un camp. Bon, on en avait parlé avec Polydomso dans notre way too early preview de ce combat-là. C'est vrai que c'est un peu dommage pour nous, dans le sens où, on se souvient, c'était pour l'UFC 220, l'UFC avait fait un post, c'était Vive le Francis, avec justement tout le côté bleu blanc rouge de Francis Ngannou et tout. Et c'est vrai que c'est assez difficile parce que nous avec moi Polydomso, je crois qu'il avait fait la Suisse, il ne s'était pas positionné. Moi j'avais dit c'est Cyril gagne, mais contre tout autre adversaire, je suis pour Francis. Et c'est vrai que là, je pense qu'à mon avis, en France, même, tu vois, toute la diaspora camerounaise et tout, ça va être un peu compliqué pour eux, de se dire, bon, d'habitude, que ce soit les supporters de Francis ou les supporters de Cyril, je pense que dans la majorité des cas, ils sont pour l'adversaire, mais sauf dans ce combat-là où ils vont devoir se positionner. Donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué, surtout qu'en plus, je vais pas dire la montée en puissance, mais les deux ont pris leur ceinture dans un espace de temps extrêmement court, tu vois. En mars, je pense qu'à mon avis, il y avait toute la France, ou presque, qui était pour la victoire de Francis. Et là, quand il y a eu Cyril en août, tout le monde était pour Cyril aussi. Donc tu vois, de se retrouver dans une situation comme ça, c'est assez compliqué. Mais c'est ce qui fait aussi, à mon sens, que ce combat-là va être plus, finalement, qu'un simple combat pour le titre, et j'allais dire plus qu'un simple combat d'unification. Parce que là, tu vois, c'est pas juste du sport, et je pense que c'est ce qu'il faut aussi un petit peu à l'un comme à l'autre, pour devenir une star quelque part. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait aussi une dimension un petit peu supérieure que le sportif. Oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, là, moi, je suis d'accord avec l'internaute qui a dit ça. C'est dommage parce que de toute façon, là, quoi qu'il arrive, visiblement, on est parti pour avoir du sale qui va être balancé d'un côté comme de l'autre, à part Cyril qui sera fidèle à lui-même, j'imagine, mais c'est-à-dire, lui, il s'en fiche un petit peu de tout ça. Mais que ce soit du côté de Fernand ou de Francis, probablement que ça va aller crescendo, probablement qu'il y a des trucs qui vont être dits, qui vont être un peu sales, et c'est vrai que c'est vraiment dommage, quoi. Mais c'est clair qu'en tout cas pour l'histoire du titre poids lourd, ben oui, c'est-à-dire que si on se place d'un point de vue d'un extraterrestre totalement extérieur, bah ouais. C'est la machine à chaos contre le technicien qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. En plus de ça, il y a un bif parce qu'ils sont anciens partenaires d'entraînement. Ils ont partagé tous les deux le même entraîneur pendant un moment. Et puis c'est Fernand Lopez du coup qui a fait monter Francis et qui a fait monter Cyril. Enfin, c'est-à-dire que si ça se passait aux States, honnêtement, je pense que là, ce serait déjà probablement le plus gros choc de l'histoire de l'humanité de tous les temps du MMA, tu vois. Et pour le coup, tu vois, par contre, là, c'est un truc où je suis vraiment impatient parce que ce soit Cyril ou Francis, c'est vrai qu'en conférence de presse, c'est pas, on va dire, c'est pas des Derrick Lewis ou des Conor McGregor. Là, par contre, la conférence de presse. Et ça va être très curieux parce que à moins que Fernand ait un micro, du coup, ça va être Francis Ngannou qui va pouvoir se lâcher. Et franchement, ça me fait chier parce que je sais pas bien comment va se positionner Cyril, mais il va être obligé de dire quelque chose parce qu'il aura un micro, ce sera à lui de parler et ce sera probablement à lui de défendre son entraîneur et manager, etc. Mais ça va être intéressant, ça va être presque du. T'as souvenir, toi, d'une situation comme celle-là, aussi particulière? Je sais pas s'il y a eu de conférence de presse pour John Jones contre Rashad Evans. Rashad Evans? Je ne sais plus.
Je ne sais plus. Donc pour rappeler la situation, mon cher Rust, hein, donc ils étaient anciens partenaires d'entraînement. Si je ne m'abuse, c'était Rashad Evans qui devait obtenir le title shot face à Shogun. Rashad Evans se blesse. John Jones obtient le title shot face à Shogun Roi, devient champion. Et donc Rashad Evans, là, un petit peu mauvaise. Et ils étaient anciens partenaires d'entraînement du coup de chez Jackson Wink, puisqu'ils avaient comme entraîneur tous les deux communs Greg Jackson. C'est vrai. Mais du coup, effectivement, voilà, j'ai souvenir que ça avait fait des bons chiffres en termes de résultats de pay-per-view de combat. Donc c'est que quand même, ça a dû effectivement, ça a dû bouger un petit peu les foules. Mais j'ai pas bien souvenir quoi. Peut-être parce qu'on n'était pas autant investi à l'époque qu'on ne l'est là parce que ce sont des acteurs qu'on connaît et que tout le monde connaît maintenant, tous ceux qui s'intéressent au MMA français. Donc ça tard l'époque, mais à la différence près que et là c'est Rashad Evans et John Jones qui étaient prêts, qui échangeaient sans aucun souci, qui étaient là tous les deux pour s'envoyer des pics s'il le faut et pour répondre, etc. Là, pour moi la situation elle est vraiment tellement unique et bizarre parce que on va être dans une situation où la dernière chose que Cyril aura envie de faire, c'est se lancer dans un concours de trash talk, de punchline, de machin. Ouais. Francis, il aura aucun problème s'il faut mettre les mots durs. Ça va être très bizarre, quoi. Très bizarre. Affaire à suivre en tout cas, mais là, ça y est. Le choc est véritablement lancé. Et puis de toute façon, on en parlera dans le prochain King Energy parce que, voilà... On suit les actualités de près, donc ça va être la prochaine unification. Voilà, au niveau de la date, hein, c'est toujours prévu, c'est ce que Cyril a réitéré, donc Sheriel Elwani, plutôt décembre, donc pour ce choc heavyweight pour la ceinture, c'est vrai que on attend de voir bien évidemment ce que va faire l'UFC avec Charles Oliveira contre Dustin Poirier. Là, le point, donc on s'éloigne aussi un petit peu du sportif là-dessus, mais néanmoins, c'était quand même assez important d'en parler. Brendan Schaub, ce héros, mon cher Ross va vous... Conte du père Rusty, un de plus, que Brendan Schaub a raconté une histoire une anecdote assez folle. Là, on n'est pas dans le limeray, mais c'est tout aussi impressionnant. Ouais, là on est, mais et tu vois là tout de suite, c'est vrai que de mettre ça par rapport à Limeray, ça fait bizarre parce que là c'est Limeray, ça reste du crime en fait. Hein. C'est même si c'est divertissant parce qu'on en est très détaché, et que disons, non, si il y avait pour Limeray, il y a quand même eu enlèvement, il y a quand même eu tout ça, donc menace à l'arme à feu, etc. Donc et c'est pour ça que ça fait bizarre parce que là en gros l'histoire de Brendan Schaub, c'est un pur morceau d'héroïsme en fait. Donc comparer ça, c'est vrai à Limeray, ça fait bizarre, même si je comprends parfaitement, c'est Conte du père hostile, Limeray, tout ça, mais tout ça pour dire qu'en fait là il était avec sa femme en fait sur l'autoroute en voiture, Brendan Schaub, et à un moment donné, il passe à côté alors de ce que je me souviens de la manière dont l'histoire a été racontée, en gros d'un camion qui était un petit peu en transversale sur l'autoroute, tout le monde ralentit, machin, etc. Et pendant qu'ils ralentissent, il y a une voiture qui est en vrac devant le poids lourd, en gros d'un côté de la route. Et Brendan Schaub et sa femme passent, et en gros, Brendan Schaub regarde la voiture qui est dans un état, clairement il y a eu un crash, qui vient d'arriver, et il voit un enfant qui est comme ça, qui fait des grands signes, en mode s'il vous plaît, aidez-moi. Et Brendan Schaub dit, du coup, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, machin. Et du coup, il ralentit, il regarde, et du coup, il dit à sa femme, attends, mais je vais aller voir, il y a un problème, machin. Et du coup, sa femme lui dit non, c'est bon, quelqu'un va s'en occuper, machin. Et Brendan Schaub fait non, là il y a un problème. Là il y a vraiment un problème. Là c'est un enfant il y a un énorme souci en fait. Du coup, il s'arrête, il sort de la bagnole, il se gare, je sais plus où, mais dans un endroit où c'est à peu près en sécurité, etc. Et pendant qu'il va vers la voiture, en fait, il croise un gars qui va en sens contraire, avec un regard un peu de fou. Il fait, mais putain, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, bordel, quoi. Le mec, avec son regard de fou, regarde Brendan Schaub et passe de l'autre côté de l'autoroute. Vraiment la folie, quoi. Et Brendan Schaub arrive à la voiture qui était dans un crash et dans un état lamentable et détruite. Et en fait, il y avait 3 enfants. Je crois que c'était 3 enfants, dont celui qui faisait les grands signes pour attirer l'attention de n'importe qui, en fait, pour obtenir de l'aide.
Et il fait mais qu'est-ce qui se passe machin, et en gros les enfants lui disent bah il y a eu un problème machin. Ils étaient très jeunes, donc c'est l'aîné qui dit ça, les deux autres sont en état de choc total et ils appellent leur mère, etc. Brendan Schaub commence à sortir les enfants. Et en fait, à un moment donné, il a un des enfants dans les mains et il regarde du coup à l'avant, puisque les gamins appellent leur mère. Et en fait, il regarde à l'avant et la mère est décédée avec, en gros, enfin, la boîte crânienne explosée, enfin, terrible. Et en gros, Brendan Schaub, quand il raconte cette histoire dans son podcast, c'était quelques jours après et il disait j'ai toujours pas réussi à dormir en fait parce que j'ai les images. Et du coup, Brendan Schaub a empêché les gamins de voir leur mère en le faisant les regarder, etc. Il les a mis en sécurité de l'autre côté de la route, un par un, etc. Là, il est en train de tout régler pour payer l'enterrement de la maman. Il est en train d'essayer de créer un GoFundMe et de créer quelque chose pour prendre soin des enfants. C'est ce qu'il disait, en fait. Là, il n'arrive pas à ne pas penser aux enfants. Et, et franchement, c'est difficile de faire plus héroïque que ça parce que il a fait ce qu'on espère tous qu'on ferait dans une situation pareille, mais sans en avoir la certitude. Et il l'a fait. Il a sauvé littéralement ses enfants parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il y a le poids lourd en fait. À cause du carambolage, il y a de l'huile, de l'essence en fait qui était projetée absolument partout. Donc en fait, on n'en savait rien, ça pouvait très bien dégénérer, mais en quelques secondes, prendre feu ou quoi que ce soit, ou n'importe quoi d'autre, qu'une voiture rentre dans le truc et que ça reparte en carambolage, machin. Donc, il a très probablement sauvé la vie de ses enfants sur le moment. Peut-être même qu'il leur a sauvé des traumatismes à venir en empêchant les plus petits de voir leur mère, grosso modo, Défiguré. défigurée en... Ouais, voilà. Et donc vraiment, enfin, c'est pas du sport, mais Brendan Schaub est un ancien combattant de l'UFC, un ancien top 15 heavyweight en poids lourd, mais juste, enfin, c'est Brendan Schaub, pour ceux qui s'intéressent un petit peu en fait au monde du MMA, c'est quelqu'un qui est très souvent un petit peu la cible de moqueries et un peu la risée de beaucoup de gens parce qu'il y a A beaucoup de raison mèmes. d'ailleurs parce qu'il en joue aussi un petit peu. Il en joue, voilà. Il est en même temps, il est comédien. En fait, il fait des spectacles, etc. Et c'est un ami de Joe Rogan. Et puis voilà, il fait partie d'un microcosme où il était un petit peu très souvent le sujet de moqueries, etc. Il en jouait, comme tu le dis, etc. Mais là, ce qu'il a fait là, c'est un respect à jamais en fait que tout le monde aura envers lui et a raison, c'est mérité. Ce qu'il a fait est incroyable. Et bah voilà quoi, on espère que ça ira du mieux possible dans ce genre de situation pour les enfants. Et puis bah voilà, bravo et merci à lui quoi. Chapeau Brendan Schaub. Ouais, ben oui. Vraiment, ouais. Et nickel. Et il y a quelqu'un, les gars, vous arrivez après l'histoire aussi, mais c'était qui le mec avec un regard de fou qu'il a croisé au début de l'histoire, j'ai pas compris. Très bien, c'est là que c'est cool le Twitch. Et c'est parce qu'en fait, je l'ai pas mentionné, mais Le c'est père, le dark, hein. mari. C'est très très dark. En gros, la mère des enfants était victime de violences conjugales depuis des années. Visiblement, là, le mari en question, le conjoint, avait pété un câble. Et en fait, il était venu en sens inverse sur l'autoroute. Je sais pas trop comment c'est possible, comment il a pu calculer ça, mais apparemment, c'est ce qui se dit. Il est venu donc en sens inverse sur l'autoroute pour faire se cracher sa voiture contre celle de sa femme, tuer sa femme, ses enfants et se tuer par l'occasion. Donc en gros, il est venu les tuer tous quoi. Et donc ce gars avec un regard de fou qui a croisé Brendan Schaub et qui s'éloignait du crash, c'était le père en fait. C'est dur quand même. Ouais, les gens dans le chat sont un peu choqués, mais ouais, non, c'est ça toute l'histoire. Non, c'est Et chaud, là, il y c'est a très pas très mal de chaud. médias américains, si vous voulez aller plus loin autour du sujet. Il y a le podcast, donc c'était de Fighter and the Kid, où Ouais, Brendan Schaub en parle dans le détail, et puis il y à a pas 9 mal... minutes. Exactement, à partir de 9 minutes, voilà, il y a pas mal de médias américains qui en parlent bien. Est-ce qu'on a une note un petit peu plus positive, Ross, pour se quitter? Une note plus positive, te, te, te... ben Ah, ben oui, on est en train de nous demander, est-ce qu'on fait un live demain pour Canonier versus Gastelum Rust? Est-ce qu'on donne rendez-vous aux gens à 9h? bah, je suis chaud.
Les gars, on vous donne rendez-vous à 9h demain matin, donc vendredi matin, 9h sur Twitch. N'oubliez pas, la Twitcherie n'est jamais finie. Voilà, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Oui, qu'est-ce qui se passe? Attends, mais le combat, il est ce week-end? C'est ce week-end, Rust. Mais donc, attends, demain, il y a quoi, demain 9h? Demain à 9h, il y a le Twitch d'analyse de ce combat à venir. Ah bah oui, carrément, grave. Eh ben, formidable. Bah voilà, les gars, vous lui avez redonné le sourire. Merci à tous les subs d'ailleurs qui arrivent. Oui, vas-y, pardon. Non, je faisais une blague foireuse. Ok, en tout cas, les gars, ils seront opérationnels à 9h. Merci à tous. Et on parle pas de Connor, les gars, on parle pas de Connor, sauf si on doit parler de Connor, bien évidemment. Allez, bref, à demain, vous le savez, big shout out my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% minimum avec le code de la sueur. En ce moment, d'ailleurs, c'est les soldes, donc c'est moins 33% en plus des 50 jusqu'à 50% de réduction sur tout MyProtein. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. You already know. Très bonne soirée à tous et merci de votre fidélité. Absolument. Ciao. Yeah.